Le soleil du matin parisien pénétrait par les immenses baies vitrées du bureau, situé au dernier étage de l'édifice le plus imposant de l'avenue des Champs-Élysées. Raphaël Montaigne observait la ville à ses pieds avec la même froideur qu'il analysait les chiffres sur son écran. À 42 ans, le PDG de Montaigne Entreprises était connu sur le marché comme l'homme de glace, qu'un surnom qu'il portait avec une fierté secrète. La montre Patek Philippe à son poignet affichait exactement 7h30 lorsque sa secrétaire frappa à la porte. Ponctuel comme toujours, pensa Raphaël sans détourner les yeux de l'écran. Entrez, Marine. Marine Dubois, 26 ans, entra silencieusement dans le bureau. Cheveux noirs tirés en un chignon impeccable. Tailleur gris parfaitement ajusté, pas précis et discret. 3 ans en tant qu'assistante personnelle de Raphaël l'avaient transformée en la professionnelle parfaite. Invisible quand elle n'était pas nécessaire, efficace quand elle était sollicitée. Bonjour, monsieur Montaigne. Les rapports de la fusion avec Tech France sont à jour dans votre dossier. Le conseil confirme la réunion pour 14 heures et votre jet est prêt à décoller à 17 heures pour le dîner avec les Chinois à Lyon. Raphaël ne remercia pas. Il ne le faisait jamais. Il se contenta d'un hochement de tête presque imperceptible tout en continuant d'analyser les feuilles de calcul financières. Marine, habituée au silence, posa un dossier sur le bureau et se tourna pour partir. Les avocats de Mercier & Associés ont confirmé qu'ils seraient ici à 10 heures pour finaliser les détails de la négociation des 500 millions. Cette fois, Raphaël la regarda. La négociation avec les fonds d'investissement européens pour l'acquisition de la plus grande chaîne de supermarchés d'Île-de-France était l'apogée de sa carrière. Un demi-milliard d'euros qui consoliderait Montaigne Entreprises comme l'une des plus grandes holdings du pays. Café, sans sucre. Ce fut tout ce qu'il dit. Marine acquiesça et sortit. En fermant la porte, elle porta la main à sa poitrine. La douleur qu'elle ressentait depuis des semaines était plus intense aujourd'hui, mais elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Elle ne pouvait pas perdre cet emploi. C'était tout ce qu'elle avait. Tandis qu'elle servait le café dans la tasse en porcelaine de Limoges, Marine sentit sa vision se troubler. Elle respira profondément, s'appuyant discrètement sur le comptoir de la cuisine exécutive. Fernande, l'assistante du directeur financier, remarqua son malaise. « Tout va bien, Marine ?»« Oui, juste un peu de fatigue. J'ai travaillé tard hier soir pour préparer la présentation de la réunion d'aujourd'hui. » Marine força un sourire en prenant la tasse. Elle ne pouvait pas échouer, pas aujourd'hui. C'était le jour le plus important pour Raphaël. La douleur dans sa poitrine augmenta quand elle se redressa, mais elle ignora les signes comme elle le faisait depuis des mois. Son salaire couvrait à peine le loyer de son petit appartement en banlieue et les tickets de métro. Elle n'avait plus d'assurance maladie depuis que son ancien employeur avait fait faillite. Dans le couloir, elle croisa André Leblanc, le DAF de l'entreprise et le bras droit de Raphaël. Il la traitait toujours avec un respect que son chef n'avait jamais montré. « Bonjour, Marine. Comment vous sentez-vous? Vous avez l'air pâle. »« Je vais bien, monsieur Leblanc. Merci de demander. » André lui lança un regard inquiet, mais n'insista pas. Il connaissait bien la culture de sacrifice que Raphaël imposait dans son entreprise. Il avait lui-même tenté de s'opposer à plusieurs reprises au bas salaire des employés de base, sans succès. En arrivant à la porte du bureau de Raphaël, Marine respira profondément, ignorant le vertige. Elle frappa légèrement et entra après avoir entendu le entrée sec habituel. « Votre café, monsieur Montaigne. » Alors qu'elle posait la tasse sur le bureau, elle sentit le monde tourner. La douleur dans sa poitrine explosa comme 1000 aiguilles perçant sa chair. La tasse glissa de ses doigts, répandant le liquide sombre sur les documents de la négociation. Le bruit de la porcelaine se brisant fut la dernière chose que Marine entendit avant de s'effondrer au sol. Mais que diable! Raphaël se leva furieux, observant les documents tachés. Ce ne fut qu'en contournant le bureau qu'il remarqua Marine tomber, la respiration faible, le visage pâle comme du papier. « Marine? Marine !» Il s'agenouilla maladroitement, ne sachant que faire. « Que quelqu'un appelle une ambulance. » André entra en courant dans le bureau, attiré par les cris. Il vit Marine évanouie et décrocha immédiatement le téléphone. « SAMU urgence. Une employée s'est évanouie. Elle est pâle et sa respiration est faible. » Pendant qu'André transmettait les informations, Raphaël regardait son assistante comme s'il la voyait pour la première fois. Il ne savait rien d'elle, à part le fait qu'elle était extrêmement efficace. Il ne savait pas où elle habitait, si elle avait de la famille, quels étaient ses rêves. À ce moment-là, il ressentit un vide inexplicable.
Les ambulanciers arrivèrent avec une rapidité impressionnante. Pendant qu'ils examinèrent Marine, ils posèrent des questions auxquelles Raphaël ne savait pas répondre. A-t-elle une condition médicale connue? Je ne sais pas. Prend-elle des médicaments? Je n'en ai aucune idée. A-t-elle un parent que nous pourrions contacter? Je ne sais pas. L'un des ambulanciers vérifia le téléphone portable de Marine. Elle n'a qu'un seul contact d'urgence enregistré ici. Raphaël Montaigne. L'ambulancier regarda Raphaël qui resta paralysé. C'est moi. Êtes-vous un membre de sa famille? Non, je suis son chef. L'ambulancier parut surpris, mais ne fit aucun commentaire. Nous devons l'emmener immédiatement. Ses signes vitaux sont instables. Venez-vous avec nous? Raphaël regarda sa montre. 2h45. Les avocats arriveraient dans 15 minutes pour la réunion la plus importante de sa carrière, la négociation d'1 demi-milliard d'euros qu'il préparait depuis des années. « Monsieur Montaigne », insista l'ambulancier. André posa la main sur son épaule. « Allez avec elle, Raphaël. Je recevrai les avocats et expliquerai la situation. Nous reporterons à demain. » Raphaël ressentit un conflit interne qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. En 20 ans de carrière, il n'avait jamais rien mis au-dessus des affaires. Il n'avait jamais manqué une réunion, encore moins une de cette importance. « Monsieur ?» L'ambulancier attendait, tandis qu'il préparait Marine pour le transport. Raphaël regarda le visage pâle de son assistante. Pourquoi était-il son seul contact d'urgence? Où était sa famille? Pourquoi ne s'était-il jamais soucié de le savoir? « Je vais avec elle. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse les peser. André parut aussi surpris que Raphaël lui-même. « Dites aux avocats que nous avons eu une urgence. Annulez tout. Le dîner avec les Chinois aussi. Annulé? Vous êtes sûr? Oui. » Tandis qu'il accompagnait le brancard jusqu'à l'ascenseur, Raphaël ressentit une sensation étrange. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas aux commandes. Et pour la première fois de sa vie, quelque chose d'autre que les affaires semblait plus important. Dans l'hélicoptère du SAMU qui fendait le ciel de Paris, Raphaël regardait Marine, comme s'il voyait un puzzle incomplet. Qui était vraiment cette femme qui passait 10 heures par jour dans son bureau? Pourquoi lui, l'homme le plus froid du marché financier français, avait-il ressenti cette oppression dans la poitrine en la voyant s'évanouir? L'hôpital La Pitié-Salpêtrière, au sud de Paris, reçut la patiente avec l'efficacité que sa réputation promettait. Pendant que Marine était emmenée d'urgence aux urgences, Raphaël resta en arrière dans le hall aseptisé, avec une fiche d'inscription entre les mains et sans savoir comment remplir la moitié des informations demandées. Nom complet? Marine Dubois. Âge? Il pensait qu'elle avait environ 25 ou 26 ans. Adresse? Il n'en avait aucune idée. Antécédents médicaux? Complètement inconnus. Contact familial? Apparemment, il n'y en avait pas. Le téléphone portable de Raphaël sonna sans cesse. André, les avocats européens, les investisseurs chinois. Le monde qu'il avait construit avait besoin de lui. Mais pour la première fois, il choisit de rester là où il était, à l'hôpital, attendant des nouvelles d'une employée qu'il connaissait à peine. 3 heures s'écoulèrent. Raphaël restait assis dans la salle d'attente privée de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, un espace réservé que son nom et son influence avaient instantanément garanti. Malgré le confort des fauteuils en cuir et du café gourmet offert par le personnel, il se sentait déplacé. C'était la première fois depuis des années qu'il était complètement seul, sans assistant, sans directeur, sans personne attendant ses ordres. Son téléphone portable continuait de sonner. Il ignora les appels d'André et des avocats, mais répondit quand il vit le nom de Julie, son ex-épouse. « Raphaël, André m'a appelé. Que s'est-il passé? Tu n'annules jamais de réunion. Marine, mon assistante. Elle s'est évanouie au bureau. Je suis à l'hôpital. » Un silence de l'autre côté de la ligne. « Toi, à l'hôpital à cause d'une employée. » La surprise dans la voix de Julie était évidente. Pendant les 7 années de leur mariage, elle s'était toujours plainte de sa froideur, de son incapacité à faire passer les gens avant les affaires. Ce fut la principale raison de leur divorce 3 ans auparavant. Je sais que ça paraît étrange. Étrange est un euphémisme, Raphaël. Quand ta mère a eu cet AVC, tu n'es allé la voir qu'une seule fois. Et tu as même emporté ton ordinateur portable pour travailler depuis la chambre d'hôpital. Raphaël sentit le poids de ces mots. Julie avait toujours été directe, l'une des qualités qui l'avait initialement attiré et qui par la suite lui était devenue insupportable.
Quelque chose dans cette situation est différent, admit-il. Différent comment? Je suis son seul contact d'urgence. Elle n'a pas de famille, d'après ce que j'ai compris. Un autre silence, plus long cette fois. Peut-être réalises-tu enfin qu'il y a des choses plus importantes que les accords millionnaires. Avant que Raphaël ne puisse répondre, un médecin s'approcha. Grand aux cheveux gris, l'expression grave. « Je dois raccrocher », dit-il précipitamment à Julie. « Monsieur Montaigne, je suis le docteur Émile Duval, néphrologue. Pourrions-nous discuter de l'état de mademoiselle Dubois ?» Raphaël acquiesça, raccrochant le téléphone. Il suivit le médecin jusqu'à une petite salle de réunion, ressentant une oppression dans la poitrine qu'il ne pouvait expliquer. « La situation de mademoiselle Dubois est assez sérieuse », commença le docteur Duval ajustant ses lunettes. « Elle souffre d'insuffisance rénale à un stade intermédiaire, d'anémie sévère et d'un tableau préoccupant de malnutrition. Les examens montrent qu'elle néglige sa santé depuis de nombreux mois. » Raphaël cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter l'information. Comment est-ce arrivé? Elle semblait aller bien. Elle travaillait normalement. Le médecin esquissa un sourire triste. Beaucoup de gens travaillent normalement, alors qu'ils tombent malades de l'intérieur, monsieur Montaigne. Surtout quand ils ne peuvent pas se permettre d'arrêter. La critique voilée ne passa pas inaperçue. Raphaël sentit son visage s'échauffer. Elle a besoin d'un traitement immédiat. Dialyse, transfusion, suivi nutritionnel intensif. Nous avons vérifié et elle n'a pas d'assurance maladie. Savez-vous si elle peut supporter les coûts du traitement? Raphaël sentit un coup à l'estomac. Marine travaillait quotidiennement avec des documents impliquant des millions, organisait son agenda de réunion avec des milliardaires, servait du café dans des tasses qui coûtaient plus que son salaire mensuel, et elle n'avait pas d'assurance maladie. Quel est son salaire? Demanda-t-il subitement. Le médecin parut confus. Pardon? Je ne vous demande pas à vous, murmura Raphaël, décrochant déjà le téléphone. Il composa le numéro d'André. André, j'ai besoin que tu vérifies immédiatement combien l'entreprise paie Marine Dubois. Et je veux savoir pourquoi elle n'est pas dans notre plan de santé d'entreprise. André resta silencieux pendant quelques secondes avant de répondre. Raphaël, tu sais que les assistants administratifs ne font pas partie du personnel qui reçoit le plan premium. Ce fut ta décision pour réduire les coûts il y a 2 ans. Ils n'ont qu'un plan de base qui couvre les consultations simples, pas les hospitalisations ou les traitements complexes. Et le salaire? 2200 €. C'est toi-même qui as fixé le plafond pour cette catégorie. Raphaël raccrocha sans prendre congé, ressentant une vague de nausée. Marine habitait à Paris, l'une des villes les plus chères du pays. Comment survivait-elle avec ce salaire? Où habitait-elle? Comment se nourrissait-elle? Monsieur Montaigne, le médecin attendait patiemment. Raphaël se redressa sur sa chaise. Je vais prendre en charge tous les coûts. Je veux qu'elle reçoive le meilleur traitement possible. L'argent n'est pas un problème. Le docteur Duval acquiesça sans montrer de surprise. Il avait probablement déjà vu de nombreux patrons riches financer les traitements de leurs employés, plus par culpabilité que par empathie. Puis-je la voir? Elle est sous sédatif maintenant. Elle le restera pendant quelques heures, pendant que nous commençons le traitement le plus urgent. Je suggère que vous rentriez chez vous et reveniez demain. Non, je vais rester. Le médecin haussa les sourcils, mais n'argumenta pas. Comme vous voulez. L'infirmière vous préviendra quand elle se réveillera. Raphaël retourna à la salle d'attente, mais ne pouvait rester en place. Il marcha dans les couloirs blancs et aseptisés, observant patients et familles. Tous là avaient quelqu'un. Marine n'avait personne sauf lui, un chef qui connaissait à peine son nom complet. Son téléphone portable sonna de nouveau. Le directeur du Fonds européen, impatient du report de la réunion. Raphaël respira profondément et, dans une décision qui surprendrait quiconque le connaissait, éteignit l'appareil. Il demanda à la réceptionniste d'utiliser l'un des ordinateurs de l'hôpital. Il avait besoin d'en savoir plus sur Marine. Dans son bureau, il y avait un dossier avec les informations de base de chaque employé. Avec quelques appels téléphoniques, il obtint un accès à distance et ouvrit le fichier. Marine Sylvie Dubois, 26 ans. Originaire de Bordeaux, en province. Diplômée en administration de l'Université Paris-Dauphine, avec une spécialisation en commerce extérieur. Embauchée il y a 3 ans, après l'acquisition de la petite exportatrice où elle travaillait. Adresse: rue du Docteur Roux, Montparnasse. Un quartier central, mais pas exactement chic. Comment parvenait-elle à y vivre avec ce salaire? Le dossier contenait à peine plus que cela. C'était comme si Marine était un fantôme,
n'existant qu'entre les murs de Montaigne Entreprises. Que faisait-elle les week-ends? Avait-elle des amis? Des hobbies? Un petit ami? Des parents? Des frères et sœurs? Raphaël ferma les yeux, essayant de se souvenir de tout détail personnel que Marine aurait pu mentionner durant ces 3 années. Rien. Il n'avait jamais demandé et elle n'avait jamais offert. La relation était purement professionnelle et unidirectionnelle. Elle savait tout de sa vie, de ses préférences, de ses engagements, tandis qu'il ne savait absolument rien d'elle. La culpabilité commença à grandir comme une boule de neige. Alors qu'il habitait son appartement en duplex terrasse dans le 16e arrondissement, avec chauffeur, hélicoptère et jet privé, son assistante parvenait à peine à payer un loyer et apparemment ne se nourrissait même pas correctement. Monsieur Montaigne, Raphaël leva la tête. Une infirmière d'âge mûr l'observait avec curiosité. « Désirez-vous un café? Vous êtes ici depuis de nombreuses heures. » Il consulta sa montre. 19h30, presque 10 heures depuis que Marine s'était évanouie dans son bureau. « Merci, un café serait bien. » L'infirmière sourit gentiment. « Vous devez beaucoup l'apprécier. La plupart des patrons ne font que payer les factures et partent. » Raphaël ne sut que répondre. Il n'aimait pas Marine. Il ne la connaissait tout simplement pas assez pour cela. Il était là pour. Pourquoi? La culpabilité, la curiosité, ou serait-ce quelque chose de plus profond, un éclair d'humanité qu'il ne reconnaissait plus lui-même? Elle est importante, fut tout ce qu'il put dire. L'infirmière acquiesça avec compréhension. Le médecin a dit qu'elle pourrait se réveiller dans quelques heures. Si vous voulez vous reposer un peu, nous avons une chambre d'accompagnant disponible. Je préfère rester ici. Merci. Quand l'infirmière s'éloigna, Raphaël prit son portable et, contre son meilleur jugement, le ralluma. Il y avait 27 appels manqués et 43 messages. La fusion, les Européens, les Chinois, son empire avait besoin de lui. Il respira profondément et appela André. « Comment va-t-elle » fut la première question d'André, ce qui surprit Raphaël. « Stable, mais la situation est sérieuse. Insuffisance rénale, anémie, malnutrition. Mon Dieu, j'avais remarqué qu'elle était plus pâle ces dernières semaines, mais je n'aurais jamais imaginé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Raphaël ressentit une pointe d'irritation. « T'en serais-tu vraiment soucié, Raphaël ?» La question d'André fut comme un coup de poing dans l'estomac. « Ces 2 dernières années, tu as rejeté toutes mes propositions d'augmenter les salaires du personnel administratif. Tu as dit qu'ils étaient facilement remplaçables. » Raphaël sentit le poids de ses propres mots revenir le hanter. C'était vrai. Il traitait les employés des niveaux inférieurs comme des pièces jetables dans une machine. « Les choses vont changer, André. Je t'appelle demain. » Raphaël raccrocha et retourna fixer le couloir blanc. L'image de Marine s'évanouissant dans son bureau ne le quittait pas. Elle avait toujours été si compétente, si présente, si invisible. Comment n'avait-il jamais remarqué à quel point elle dépérissait? Vers 23 heures, le docteur Duval réapparut. « Monsieur Montaigne, elle se réveille. Elle est encore faible et un peu confuse, mais vous pouvez la voir quelques minutes. » Raphaël suivit le médecin jusqu'à la chambre particulière qu'il avait fait aménager pour Marine. En entrant, il la reconnut à peine. Sans sa posture impeccable et son uniforme formel, allongée entre des draps blancs et connectée à divers équipements, elle paraissait beaucoup plus jeune et infiniment plus fragile. Ses yeux, d'un marron profond que Raphaël n'avait jamais vraiment remarqué auparavant, s'ouvrirent lentement. Quand elle le vit, ils s'écarquillèrent d'alarme. « Monsieur Montaigne ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « La réunion, les avocats européens. » Raphaël sentit quelque chose se briser en lui. Sa première préoccupation, même au bord de l'effondrement, était le travail. La réunion qu'il avait manquée pour être là. « Ne vous en faites pas pour ça maintenant, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais été dans l'environnement de travail. « Concentrez-vous sur votre rétablissement. » Marine tenta de s'asseoir agitée. Mais la négociation... Les 500 millions... Chut! Raphaël s'approcha du lit, hésitant. « Cela peut attendre. Votre santé est plus importante maintenant. » Ses yeux se remplirent de larmes, et Raphaël réalisa que ces mots sonnaient probablement complètement étranges venant de lui. L'homme de glace disant que quelque chose était plus important que l'argent? « Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle confuse. C'était une question simple, mais Raphaël n'avait pas de réponse simple. Pourquoi était-il là? Pourquoi n'était-il pas retourné au bureau après s'être assuré qu'elle recevrait un traitement? Pourquoi ressentait-il cette boule dans la gorge
en la voyant si vulnérable. Parce que vous n'aviez personne d'autre, répondit-il finalement, se surprenant lui-même par l'honnêteté. Et personne ne devrait être seul à un tel moment. Les jours suivants s'écoulèrent à un rythme étrange pour Raphaël. Pour la première fois de sa vie d'adulte, les affaires n'étaient pas sa priorité. Il établit une routine qui aurait été impensable une semaine auparavant. Les matins à l'hôpital avec Marine, les après-midi au bureau pour régler l'essentiel et les soirs de nouveau à l'hôpital. La négociation avec les Européens fut reportée, à la grande surprise de tous sur le marché financier. Le Raphaël Montaigne que tous connaissaient n'aurait jamais reporté une affaire d'1 demi-milliard d'euros. Les rumeurs se répandirent. Était-il malade? Avait-il un grave problème familial? Planifiait-il de vendre l'entreprise? En réalité, il redécouvrait lentement son humanité perdue. Le 4e jour d'hospitalisation, Marine allait considérablement mieux. La couleur revenait progressivement sur son visage, et elle parvenait déjà à s'asseoir et à converser pendant de plus longues périodes. Raphaël entra dans la chambre ce matin-là, portant une petite orchidée blanche. « Bonjour Marine. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Elle était encore surprise par ce nouveau Raphaël. L'homme qui ne s'était jamais soucié de savoir comment elle allait demandait maintenant cela 3 fois par jour, avec un intérêt sincère. « Mieux, merci. Le docteur Duval a dit que mes examens montrent une bonne évolution. » Raphaël posa l'orchidée sur la petite table de chevet. C'était la première fois qu'il apportait des fleurs. Il se sentit étrangement timide. « Je ne savais pas si vous aimiez les fleurs. » Marine regarda la délicate plante avec un petit sourire. « J'aime beaucoup les orchidées. Merci. » Un silence gênant s'installa entre eux. C'étaient 2 personnes qui passaient des heures ensemble quotidiennement, mais qui en réalité étaient de parfaits étrangers. « Marine, nous devons parler, » dit finalement Raphaël, s'asseyant dans le fauteuil à côté du lit. « De la façon dont cela s'est passé. De vous. » Elle détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Il n'y a pas grand-chose à dire, monsieur Montaigne. Je ne prenais pas soin de moi correctement. Ce fut mon irresponsabilité. » Raphaël. « Comment ? » ?»« Appelez-moi Raphaël. »« En dehors du bureau, s'il vous plaît. » Elle acquiesça gênée. « Raphaël !» Il respira profondément. « Le médecin m'a expliqué votre situation. Insuffisance rénale, anémie, malnutrition. Cela n'arrive pas du jour au lendemain, Marine. Pourquoi n'avez-vous jamais cherché de l'aide? Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit ?» Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage. Raphaël se sentit terrible de la faire pleurer, mais il avait besoin de comprendre. « Je ne pouvais pas risquer de perdre mon emploi, » dit-elle finalement à voix basse. « Je ne pouvais pas montrer de faiblesse. »« Faiblesse? Marine, c'est de la santé de base. »« Vous ne comprendriez pas. » Raphaël s'approcha davantage, ressentant un mélange de culpabilité et d'indignation. « Essayez de m'expliquer. S'il vous plaît. » Marine essuya ses larmes avec le dos de ses mains et après un long silence commença à parler. Sa voix, normalement ferme et professionnelle, était tremblante et basse. « J'ai grandi dans un orphelinat à Bordeaux. Je n'ai jamais connu mes parents. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris que je devais être plus forte, plus intelligente et plus dévouée que tout le monde pour obtenir quoi que ce soit dans la vie. » Raphaël sentit un nœud à la gorge. Il avait imaginé plusieurs histoires pour Marine, mais jamais celle-ci. « J'ai obtenu une bourse pour étudier l'administration le soir tout en travaillant la journée. Quand j'ai obtenu mon diplôme, je suis allé travailler à l'Exportatrice de Bordeaux. C'était une petite entreprise, mais j'étais heureuse d'avoir un emploi dans mon domaine. »« L'Exportatrice de Bordeaux, » répéta Raphaël, se souvenant. « Nous l'avons acquise il y a 3 ans. » Marine acquiesça. « Quand j'ai su que Montaigne Entreprise allait racheter l'Exportatrice, j'ai tout fait pour me démarquer. J'ai travaillé des heures supplémentaires, appris l'anglais et l'espagnol par moi-même, étudié le marché financier. Je devais m'assurer de ne pas être licenciée lors de la restructuration. Et non seulement elle n'a pas été licenciée, mais elle a été promue assistante exécutive, » compléta Raphaël, commençant à comprendre. « Ce fut le jour le plus heureux de ma vie, » confessa Marine. Un emploi dans la plus grande entreprise d'investissement du pays, travaillant directement avec le PDG, c'était bien plus que tout ce que j'avais jamais rêvé. Raphaël sentit le poids de l'ironie. Ce qui pour lui n'était qu'une acquisition de plus et une employée anonyme représentait pour elle l'apogée d'une vie de lutte. Mais le salaire... Marine détourna le regard de nouveau. C'était bien plus que ce que je gagnais à l'Exportatrice. J'étais reconnaissante, mais insuffisant pour vivre décemment à Paris.
Elle haussa les épaules, comme si c'était un détail sans importance. Je me débrouillais. Je partageais un petit appartement avec 2 autres jeunes femmes. J'économisais sur les transports en utilisant le métro et le bus. J'apportais ma gamelle de chez moi. Et elle ne mangeait pas quand l'argent manquait, compléta Raphaël, sentant la culpabilité grandir. Et l'assurance maladie? Le plan de base de l'entreprise ne couvrait pas les spécialistes que je devais consulter. J'ai essayé d'économiser pour payer des consultations privées, mais il y avait toujours une urgence. Le loyer a augmenté et l'une de mes colocataires a déménagé. Raphaël ferma les yeux, visualisant sa vie. Alors qu'il dépensait des millions en yachts et propriétés à travers le monde, son assistante personnelle parvenait à peine à payer un médecin. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il subitement. « Pourquoi suis-je votre seul contact d'urgence ?» Marine rougit intensément. « Je n'ai pas de famille. Les quelques amis que j'ai ne pourraient pas m'aider financièrement si quelque chose arrivait. Et vous avez toujours semblé si puissant, si capable de résoudre n'importe quel problème. Ce fut une folie de ma part, pardon. » « Ce ne fut pas une folie, dit Raphaël, les surprenant tous les deux. Je regrette seulement de ne pas avoir mérité cette confiance auparavant. » Marine l'observa avec curiosité. Ce n'était pas le Raphaël Montaigne qu'elle connaissait, l'homme froid et calculateur qui mesurait les gens à la valeur qu'ils ajoutaient à ses affaires. « Il y a autre chose, dit Raphaël, non comme une question, mais comme une affirmation. Vous cachez quelque chose ?» Marine parut alarmée. « De quoi parlez-vous ? Vous avez choisi de travailler à l'exportatrice de Bordeaux, sachant que je l'achèterais. Vous avez tout fait pour devenir mon assistante personnelle. Pourquoi ?» Le moniteur cardiaque à côté du lit enregistra une accélération des battements de Marine. Elle serra le drap entre ses doigts, sans pouvoir regarder Raphaël. « C'est juste une coïncidence. Je ne savais pas que l'entreprise serait rachetée quand j'ai commencé à y travailler. » Raphaël inclina la tête, l'étudiant. En 3 ans de travail ensemble, il avait appris à reconnaître quand Marine était moins qu'entièrement honnête, comme quand elle disait qu'un client difficile avait juste reporté, alors qu'en réalité, il avait annulé la réunion. « Marine, regardez-moi. » À contre-cœur, elle leva les yeux. « Quelle que soit la vérité, je dois savoir. Je suis ici depuis presque 1 semaine. J'ai abandonné des négociations importantes, annulé des engagements internationaux. Je mérite de savoir ce qui se passe. » Ses mains tremblaient. « Vous allez me licencier ? » « Non. »« Si. Quand vous saurez la vérité, vous penserez que je vous ai manipulé, que je suis une opportuniste. » Raphaël sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Mettez-moi à l'épreuve. » Marine respira profondément. Comme quelqu'un qui rassemble son courage pour un plongeon dans des eaux inconnues. Je n'ai pas grandi exactement dans un orphelinat traditionnel. C'était un foyer d'accueil, géré par des religieuses à Bordeaux. Quand j'ai eu 18 ans, Sœur Conception m'a appelé pour une conversation. Elle m'a remis une lettre et une petite boîte. Raphaël écoutait attentivement, sans interrompre. La lettre était de ma mère biologique. Elle l'a écrite avant de partir. Elle a demandé aux religieuses de me la remettre quand je serai adulte. Et que disait la lettre? Les yeux de Marine se remplirent de larmes de nouveau. Elle disait qu'elle était très jeune quand elle est tombée enceinte. Étudiante en soins infirmiers, le père était un étudiant en administration d'une famille riche de Paris. Ils s'étaient rencontrés pendant ses vacances à Bordeaux. Ce fut une romance rapide, et quand elle a découvert la grossesse, il était déjà rentré à Paris. Raphaël ressentit un malaise croissant. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui résonnait de manière troublante. Elle a écrit qu'elle avait essayé de le chercher, mais sa famille l'avait empêché de lui parler. Ils lui ont offert de l'argent pour qu'elle avorte, mais elle a refusé. Elle a décidé de m'avoir et de m'élever seule, mais elle a eu des complications pendant l'accouchement. « Et dans la boîte ?» demanda Raphaël, la voix soudainement rauque. Il y avait une vieille photo, un collier en or avec un petit pendentif en émeraude et une coupure de journal. Raphaël pâlit. Il connaissait très bien un tel collier. Son frère, Gustave, en portait un identique. Un cadeau de leur grand-mère quand il était entré à la faculté d'administration. Gustave, qui était mort dans un accident de voiture 15 ans auparavant, à 25 ans. La coupure de journal, continua Marine, pleurant maintenant ouvertement, était une nécrologie de votre frère, Gustave Montaigne. Le monde sembla s'arrêter pour Raphaël, les pièces s'assemblant dans un puzzle macabre. Vous êtes en train de dire que Gustave Montaigne était mon père. Selon la lettre de ma mère, il n'a jamais su mon existence. La famille l'a empêché de le contacter. Et quand elle a finalement rassemblé le courage de le chercher directement, elle a découvert qu'il était parti.
Raphaël sentit comme si l'air avait été aspiré de la chambre. Son frère aîné, qui l'idolâtrait et dont l'ombre il avait tenté de surpasser toute sa vie, avait une fille. Une fille qui était maintenant là devant lui, après 3 ans à travailler comme son assistante. C'est pour cela que vous avez cherché du travail à l'exportatrice? C'est pour cela que vous avez tout fait pour devenir mon assistante? Pour vous rapprocher? Marine acquiesça, les larmes coulant maintenant librement. Au début, je voulais juste connaître la famille de mon père, savoir d'où je venais. Après tant de temps à travailler avec vous, voyant comment vous traitiez les gens, à quel point vous étiez froid et calculateur, j'ai abandonné l'idée de dire la vérité. J'avais peur de votre réaction, peur de perdre mon emploi qui était tout ce que j'avais. Raphaël se leva brusquement, se sentant trahi, manipulé, utilisé. Mais alors il regarda Marine, sa nièce, fragile et effrayée sur le lit d'hôpital, et toute la colère se dissipa. « Avez-vous des preuves de cela? En plus de la lettre de votre mère ?» Marine hésita. « Juste la photo, le collier et la coupure de journal. Ils sont dans mon appartement, mais... Si vous ne me croyez pas, je comprends. Ça ressemble à une histoire inventée, je sais. » Raphaël passa la main dans ses cheveux, essayant de traiter l'avalanche d'informations. « Gustave avait 22 ans quand il est mort. Vous avez 26 ans. Les dates correspondent. Il était en 3e année d'université quand il a rencontré ma mère, pendant les vacances d'été à Bordeaux. » Raphaël se souvint vaguement de Gustave, mentionnant un voyage à Bordeaux avec des amis de la fac. C'était un souvenir lointain, de presque 3 décennies auparavant, quand il était encore un adolescent admirant son frère aîné. « Quel était le nom de votre mère? »« Cécile. Cécile Dubois. Elle étudiait les soins infirmiers à l'université de Bordeaux. » Raphaël ferma les yeux, essayant de se souvenir si Gustave avait déjà mentionné ce nom. Rien ne lui vint à l'esprit. Mais cela ne signifiait rien. Son frère avait toujours été discret sur ses conquêtes amoureuses. « Nous avons besoin d'un test ADN, » dit-il finalement. Marine parut soulagée par l'absence de rejet immédiat. « Je comprends, c'est juste. » Raphaël se rassit, stupéfait. Si cela était vrai et quelque chose en lui disait que ça l'était, sa vie venait de changer complètement. Pourquoi n'avez-vous jamais cherché la famille Montaigne directement? Pourquoi cette approche indirecte? Marine sourit tristement. J'ai essayé au début. J'ai appelé le siège de l'entreprise plusieurs fois, mais ça n'a jamais dépassé la secrétaire. J'ai envoyé des lettres qui n'ont jamais été répondues. Montaigne Entreprise a des départements entiers dédiés à filtrer les contacts indésirables. Raphaël acquiesça. C'était vrai. En tant que figure publique et milliardaire, il recevait des centaines de demandes, d'histoires tristes et de tentatives d'approche tous les mois. Son équipe de sécurité et de relations publiques bloquait presque tout. Quand j'ai réalisé que la voie directe ne fonctionnerait pas, j'ai décidé que je devais m'approcher par le mérite. Je voulais que, quand je vous dirais enfin la vérité, vous me connaissiez déjà comme professionnel, pas seulement comme quelqu'un faisant une réclamation. C'était une approche intelligente, typique d'une Montaigne, pensa Raphaël, avec un mélange d'admiration et de choc. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit avant? Marine essuya ses larmes. Le moment ne m'a jamais semblé opportun. Vous avez toujours été si distant, si concentré sur les affaires. J'ai pensé que vous me prendriez pour une opportuniste, de plus essayant d'obtenir de l'argent de la famille. Et avec le temps, je me suis convaincu que c'était peut-être mieux ainsi. Être proche suffisait. Raphaël pensa au nombre de fois où il avait été grossier avec elle, au nombre de fois où il l'avait traitée comme un objet, un outil jetable. Et pendant tout ce temps, elle était sa nièce, la fille du frère qu'il avait tant aimé. « Je suis désolé, » dit-il, les surprenant tous les deux par la sincérité dans sa voix. « Je suis désolé pour tout. » Le laboratoire envoya les résultats du test ADN en un temps record. Ce n'était pas une surprise. Quand Raphaël Montaigne demandait l'urgence, le monde s'inclinait. Il était seul dans son bureau quand l'email arriva. Ses doigts hésitèrent sur la souris, sentant le poids du moment. Ce résultat pourrait tout changer, ou confirmer ce que son cœur savait déjà. Il cliqua pour ouvrir le document. Probabilité de parenté, 99,998%. Raphaël ferma les yeux, laissant la réalité l'atteindre complètement. Marine était sa nièce, la fille de Gustave, son sang. Durant les 10 jours depuis la révélation à l'hôpital, Raphaël avait vécu comme en transe. Il mena ses affaires automatiquement, délégua des décisions importantes à André, quelque chose d'impensable jusqu'alors. Son esprit était consumé par les souvenirs de son frère et par la découverte de la nièce,
dont il n'avait jamais su l'existence. Marine avait reçu son congé la veille, mais Raphaël avait insisté pour qu'elle se repose. Il avait arrangé un appartement temporaire confortable, des infirmières 24h24 et un chef privé. C'était le moins qu'il pouvait faire. Maintenant, avec le résultat en main, il n'y avait plus moyen d'échapper à la vérité. Il prit le téléphone et l'appela. « Allô ?» La voix de Marine sonnait encore fragile. « Nous avons reçu le résultat. » Un silence de l'autre côté de la ligne. « Et alors ?» demanda-t-elle finalement, la voix contenant à peine sa nervosité. « Positif. 99,998% de certitude. » Il l'entendit laisser échapper un long soupir, suivi d'un son étouffé. Elle pleurait. « Puis-je venir vous voir ?»« Nous devons parler. »« Oui, bien sûr, » répondit-elle entre les sanglots. Raphaël appela son chauffeur et 40 minutes plus tard, il était dans l'élégant appartement du 7e arrondissement qu'il avait loué pour Marine. Elle l'attendait dans le salon, pâle mais visiblement mieux que pendant les jours d'hôpital. Elle portait un simple ensemble de survêtements, quelque chose qu'elle n'aurait jamais porté au bureau, et paraissait beaucoup plus jeune et vulnérable. Ils se regardèrent un long moment, tous deux incertains de la manière d'agir dans cette nouvelle réalité. Ils n'étaient plus chef et assistante. Ils étaient oncle et nièce, famille. « Puis-je voir ?» demanda Marine finalement, tendant la main. Raphaël lui tendit le dossier avec le résultat. Elle lut attentivement, les larmes recommençant à couler. « J'ai toujours su, dit-elle à voix basse, depuis que j'ai vu sa première photo. Nous avons le même sourire, vous savez. » Raphaël acquiesça. Maintenant qu'il savait la vérité, les ressemblances étaient évidentes. La forme du visage, la façon dont elle fronçait les sourcils quand elle était concentrée, tout rappelait Gustave. « Pourquoi ne m'avez-vous pas montré les preuves que vous aviez ? La lettre, la photo, le collier. » Marine se leva lentement et alla jusqu'à la chambre, revenant avec une petite boîte en bois. « Tout est là. Je ne m'en sépare jamais. » Elle ouvrit la boîte et en sortit d'abord une enveloppe jaunie. La lettre de ma mère. Raphaël la prit avec soin, comme s'il touchait une relique sacrée. La calligraphie était délicate, féminine. Il commença à lire. « Ma chère fille, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as atteint l'âge adulte sans m'avoir à tes côtés. C'est ma plus grande douleur et mon plus grand regret. Il y a tant de choses que j'aurais aimé partager avec toi, tant de leçons que j'aurais aimé t'enseigner. Mais il y a une vérité que tu mérites de savoir, sur ton père, ta famille, tes origines. Ton père s'appelait Gustave Montaigne, un étudiant en administration à Sorbonne Université, issu d'une famille riche et traditionnelle de Paris. Nous nous sommes rencontrés quand il est venu à Bordeaux avec des amis, en janvier 1994. Ce fut un amour rapide, intense et véritable. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il était déjà rentré à Paris. J'ai essayé de le contacter plusieurs fois, mais sa famille l'en a empêché. Sa mère m'a offert de l'argent pour résoudre le problème. J'ai refusé. Tu n'as jamais été un problème pour moi, ma fille. Tu as toujours été ma plus grande joie. Des années plus tard, quand j'ai finalement rassemblé le courage de le chercher directement, j'ai découvert qu'il avait eu un accident. Il n'était plus parmi nous. Il n'a jamais su ton existence. Ne garde pas de rancune envers cette famille. Ils protégeaient simplement leur fils de ce qu'ils considéraient comme un piège. Ils avaient tort à mon sujet, mais leurs intentions venaient de l'amour. Si un jour tu souhaites les connaître, cherche-les. Tu as ce droit. Mais fais-le pour toi, pas pour moi. Le collier qui accompagne cette lettre appartenait à ton père. L'infirmière qui s'est occupée de lui après l'accident me l'a remis. Quand elle a su mon histoire, l'émeraude correspond à tes yeux, les mêmes yeux que lui. Sois forte, sois juste, sois heureuse. Tu portes le meilleur de nous deux. Avec tout mon amour, ta mère, Cécile. Raphaël termina la lecture les yeux humides. La lettre respirait la sincérité. Ensuite, Marine lui tendit une vieille photographie. Dessus, un jeune Gustave étreignait une jolie jeune femme aux cheveux sombres et au sourire timide. Tous deux devant un bar à Bordeaux. Ma mère n'a gardé que cette photo. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable avec des appareils photo ou de réseaux sociaux. Enfin, elle montra le collier. Raphaël le reconnut instantanément. Le pendentif en émeraude en or blanc que leur grand-mère avait donné à Gustave quand il était entré à la faculté. Raphaël en avait reçu un similaire, mais avec un rubis. « Il portait ce collier tout le temps », murmura-t-il, tenant le bijou avec révérence. Même à l'hôpital, après l'accident, il ne l'avait pas quand... Quand nous nous sommes dit adieu, Marine ferma les yeux. L'infirmière a su l'histoire de ma mère et a ressenti de la compassion.
Raphaël rendit le collier à Marine. « Il vous appartient. C'est votre héritage. » Elle acquiesça, le remettant dans la boîte. « Je n'ai jamais eu le courage de le porter. » Ça paraissait présomptueux. « Portez-le. » Avec fierté. Un silence chargé d'émotions emplit la pièce. Il y avait tant à dire, tant à traiter. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Marine finalement. Raphaël respira profondément. C'était la question qui le tourmentait depuis des jours. « Vous êtes une Montaigne, ma nièce, la fille de Gustave. Cela change tout. »« Je ne veux pas votre argent, dit-elle rapidement. Ça n'a jamais été pour ça. Je sais, mais vous méritez votre place dans la famille. » Gustave, sa voix se brisa en mentionnant son frère. Gustave aurait été fier de la femme que vous êtes devenue. Combattante, intelligente, dévouée. Les yeux de Marine brillèrent de larmes contenues. Vous pensez vraiment ça? J'en suis sûr, il était le meilleur d'entre nous. Plus humain, plus compatissant. Vous avez hérité de cela. Marine laissa échapper un petit sourire. J'aurais tellement aimé le connaître. Je peux vous raconter des choses sur lui, offrit Raphaël, tout ce dont je me souviens. Comment il était enfant, les bêtises que nous faisions, ses rêves. J'adorerais. Raphaël se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville en contrebas. La même Paris où son frère avait grandi, rêvé, vécu et aimé. La ville qui abritait maintenant sa fille. « Marine, je veux que vous emménagiez chez moi. » Elle parut surprise. « Votre maison? Mais elle est immense et vide. Elle l'a toujours été. J'ai 6 chambres et je vis seule depuis le divorce. Vous n'êtes pas obligé d'accepter si vous ne voulez pas. Mais ce serait bien d'avoir de la famille autour de moi à nouveau. » Elle hésita. « Vous êtes sûr? Ce serait un grand changement pour nous deux. » « Absolument. Vous êtes une Montaigne. Votre place est avec nous. »« Avec moi. » Marine essuya une larme. « Et le travail? Serais-je toujours votre assistante ?» Raphaël secoua la tête. « Non, ce serait complètement inapproprié maintenant. En fait, j'ai d'autres projets pour vous. »« Quels projets ?» Gustave étudiait pour reprendre l'entreprise un jour. C'était le plan de mon père. Quand il est parti, j'ai pris sa place. Mais maintenant, vous êtes là. Votre formation est en administration. Vous avez de l'expérience sur le marché. Si vous voulez, vous pouvez occuper un poste adéquat dans l'entreprise. Apprendre les affaires. Suivre les pas de votre père. Le choc était visible sur le visage de Marine. Mais je n'ai pas l'expérience pour cela. Je ne suis qu'une assistante. Non, vous êtes bien plus. Vous l'avez toujours été. Je n'ai juste pas permis que vous le montriez. Cela va changer. Le téléphone de Raphaël sonna. C'était André, probablement avec une urgence d'affaires. Pour la première fois de sa vie, il rejeta l'appel sans hésitation. « Je veux connaître le foyer d'accueil où vous avez grandi, » dit-il subitement. « Je veux connaître les religieuses qui se sont occupées de vous. Je veux tout savoir de votre vie, Marine. Les 30 ans que nous avons perdus. » Elle sourit, un sourire lumineux qui rappelait tant celui de Gustave qu'il serra le cœur de Raphaël. « Nous pouvons visiter le foyer Sainte-Cécile quand vous voulez. Sœur Conception est toujours là. Elle sera tellement émue. Nous irons le week-end prochain et nous apporterons une donation substantielle. Cette institution s'est occupée de la nièce de Raphaël Montaigne. Elle mérite le meilleur. » Marine se leva et sur une impulsion étreignit Raphaël. Il resta raide au début, peu habitué au contact physique. Mais bientôt ses bras enveloppèrent sa nièce. C'était la première fois qu'ils s'étreignaient. Le premier contact véritablement familial depuis des années. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. « Oncle Raphaël, dit-elle, testant les mots. Le titre le frappa comme une vague. Oncle, il était oncle. Il avait une famille. Nièce, répondit-il, la voix étranglée. À ce moment-là, le téléphone portable de Raphaël sonna de nouveau. Cette fois, il regarda l'écran. L'appel venait de sa mère, Élise Montaigne, une femme de 70 ans passée, rigide et traditionnelle, qui contrôlait la famille d'une main de fer même après la mort de son mari. La même femme qui, selon la lettre, avait tenté d'acheter le silence de Cécile. Je dois répondre. C'est votre grand-mère. Marine pâlit. Ma grand-mère? Vous allez lui dire. Raphaël acquiesça. Elle a besoin de savoir. Toute la famille a besoin. Il répondit à l'appel, activant le haut-parleur pour que Marine puisse entendre. Bonjour, maman. Raphaël, où es-tu? André m'a appelé. Il a dit que tu agissais étrangement. Tu as annulé des réunions importantes, délégué des décisions. Es-tu malade? L'inquiétude dans sa voix était sincère, mais elle était centrée sur les conséquences pour les affaires, non sur le bien-être de son fils.
Typique d'Élise Montaigne. « Je ne suis pas malade, maman, je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis de nombreuses années, en fait. » Alors que se passe-t-il? La fusion avec les Européens. « Maman, » interrompit Raphaël, « j'ai besoin que tu viennes à mon appartement ce soir. J'ai quelque chose d'important à te dire. Quelque chose à propos de Gustave. » Le silence de l'autre côté de la ligne fut dense. Gustave était presque un tabou dans la famille. La douleur de sa perte n'avait jamais vraiment cicatrisé. « Qu'y a-t-il avec Gustave ?» demanda Élise finalement, la voix prudente. « Il est préférable que nous en parlions en personne. Peux-tu venir à 20h? Je serai là. » Raphaël raccrocha et regarda Marine qui tremblait légèrement. « Elle va me haïr, murmura-t-elle. Non, elle ne le fera pas. Elle ne le montrera peut-être pas au début. Mais vous êtes une partie de Gustave, son fils préféré. Ce sera un choc, mais elle vous accueillera. » Marine ne semblait pas convaincue. Et si elle ne me croit pas, si elle pense que c'est un coup monté, une tentative d'obtenir de l'argent? Raphaël désigna le résultat du test ADN sur la table. C'est de la science, pas une opinion. Et même si elle doute au début, il suffit de vous regarder. Vous avez ses yeux, son sourire, même certains gestes. C'est impossible de ne pas le voir. Marine acquiesça, nerveuse. « Ne vous inquiétez pas, » continua Raphaël. « Je suis à vos côtés maintenant. Vous êtes une Montaigne. Personne ne vous le niera de nouveau. » Les heures qui suivirent furent surréalistes. Raphaël annula tous ses engagements de la journée, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, et passa l'après-midi entière à converser avec Marine. Il raconta des histoires sur Gustave enfant, montra de vieilles photos sur son portable, parla des traditions de la famille. C'était comme si un barrage s'était rompu. Des mots. Des souvenirs et des émotions qui avaient été contenus pendant des années coulaient maintenant librement. Marine écoutait tout avec des yeux brillants, absorbant chaque détail sur le père qu'elle n'avait jamais connu. Occasionnellement, elle partageait des histoires de sa propre enfance au foyer des religieuses, sa lutte pour étudier, ses petits triomphes et ses grandes difficultés. « Comment était-ce de grandir sans parents ?» demanda Raphaël à un certain moment, réalisant immédiatement à quel point la question était inappropriée. Mais Marine ne fut pas offensée. « Difficile, mais pas aussi mal que cela aurait pu l'être. Les sœurs étaient strictes, mais justes, et il y avait d'autres enfants. Nous avons formé une sorte de famille. Même ainsi, je suis désolé que vous ayez vécu cela. » Elle haussa les épaules. « Ce n'était pas votre faute. Ce fut la faute de notre famille. Si ma mère avait permis à Cécile de parler à Gustave, nous ne pouvons pas changer le passé, » interrompit Marine doucement. « Seulement le présent et l'avenir. » Raphaël acquiesça, admiratif de sa sagesse et de son absence d'amertume. Il pensa au nombre de fois où il avait gardé rancune pour des offenses bien moines. Combien il avait à apprendre de cette jeune femme qui, malgré toutes les difficultés, restait intègre et compatissante. À 19h, Raphaël appela sa gouvernante, lui demandant de préparer le dîner pour 3 personnes. Ensuite, il appela le chauffeur pour emmener Marine jusqu'à son appartement, en duplex terrasse dans l'édifice le plus luxueux du 16e arrondissement. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça aujourd'hui ?» demanda-t-elle, clairement nerveuse. « Peut-être devrions-nous attendre, me laisser le temps de... » « Plus nous reportons, plus ce sera difficile, » répondit Raphaël avec douceur. « De plus, vous avez déjà attendu 26 ans. C'est assez de temps. » La rencontre avec Élise Montaigne fut exactement comme Raphaël l'avait prévu, tendue, émotionnellement chargée et finalement transformatrice. La matriarche de la famille, à 72 ans, maintenait toujours sa posture élégante et son regard perçant qui intimidait cadres et politiciens. Quand Raphaël révéla l'existence de Marine, il y eut d'abord un déni véhément, puis un choc silencieux et finalement, en voyant le test ADN et le collier d'émeraude, un sanglot convulsif qu'aucun des présents n'avait jamais vu auparavant. « Ma petite fille » sanglotait-elle, tenant le visage de Marine entre ses mains tremblantes. « Une partie de mon Gustave. Comment n'ai-je pas vu cela avant ?» Marine, qui s'était attendue à un rejet, se retrouva enveloppée dans un câlin serré d'une grand-mère qui venait de la découvrir. Les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit dans la famille. Cousins, tantes et oncles, tous voulaient reconnaître la fille de Gustave, l'héritière perdue des Montagnes. Raphaël observait avec un mélange de joie et de nostalgie comment Marine était absorbée par le clan. La solitude qui avait caractérisé sa vie pendant si longtemps semblait enfin prendre fin. 3 semaines après la révélation, Raphaël convoqua une réunion extraordinaire du conseil de Montaigne Entreprises.
Le conseil, composé principalement de membres de la famille et de quelques cadres de confiance, se réunit dans l'imposante salle au 40e étage de l'édifice du siège. André, en tant que DAF, s'assit à la droite de Raphaël. Marine était présente pour la première fois, sur une chaise stratégiquement positionnée de l'autre côté de la table. « Je remercie chacun de votre présence », commença Raphaël. Sa voix plus chaleureuse que quiconque ne l'avait jamais entendue lors d'une réunion d'entreprise. « Comme vous le savez, les dernières semaines ont apporté des changements significatifs à notre famille. Et là où il y a des changements dans la famille Montaigne, il y a des changements chez Montaigne Entreprises. » Les conseillers échangèrent des regards. Des rumeurs de restructuration couraient dans les couloirs depuis des jours. « Premièrement, » continua Raphaël, « j'aimerais présenter formellement Marine Montaigne Dubois. À partir d'aujourd'hui, elle quitte son poste d'assistante exécutive pour assumer celui de directrice de la responsabilité sociale de l'entreprise, me rapportant directement. » Des murmures parcoururent la salle. Montaigne Entreprises n'avait jamais eu de département de responsabilité sociale auparavant. Deuxièmement, en reconnaissance de son droit en tant qu'héritière de Gustave Montaigne, Marine recevra 10% des actions de l'entreprise provenant de mon portefeuille personnel. Les murmures se transformèrent en exclamations de surprise. 10% de Montaigne Entreprises équivalait à des milliards d'euros. Marine semblait aussi choquée que les autres. Ce détail n'avait pas été discuté auparavant entre eux. Troisièmement, poursuivit Raphaël, ignorant l'agitation. J'annonce un changement fondamental dans la philosophie d'affaires de cette entreprise. À partir d'aujourd'hui, Montaigne Entreprises ne sera pas seulement une puissance financière, mais aussi un modèle de capitalisme éthique et durable. Il fit une pause, laissant ces mots être absorbés avant de continuer. Nous augmenterons immédiatement les salaires de tous les employés des niveaux opérationnels de 40%. Nous mettrons en œuvre un plan de santé premium pour tous les collaborateurs, quel que soit leur poste. Nous créerons une crèche dans les locaux de l'entreprise et un programme de bourse d'études pour les enfants des employés. Les visages autour de la table variaient entre choc, confusion et, dans certains cas, claire désapprobation. André, cependant, souriait discrètement. Depuis des années, il tentait de convaincre Raphaël de mettre en œuvre des politiques de gestion plus humaines. De plus, nous destinerons 5% de notre bénéfice net annuel à des projets sociaux, en commençant par le foyer Sainte-Cécile à Bordeaux, qui sera entièrement rénové et modernisé. L'un des plus anciens conseillers, l'oncle de Raphaël, leva la main. « Raphaël, avec tout le respect que je vous dois, ces mesures auront un impact significatif sur notre marge de profit. Les actionnaires, les principaux actionnaires, c'est nous, la famille Montaigne, interrompit Raphaël avec fermeté. Et cette décision est soutenue par moi, par ma mère et maintenant par ma nièce, qui ensemble contrôlons plus de 60% des actions. Quant aux autres actionnaires, je garantis que notre nouvelle approche apportera une valorisation à long terme, en plus d'améliorer significativement notre image sur le marché. » L'oncle recula, mais ne sembla pas convaincu. « Enfin, conclut Raphaël, j'annonce que la négociation pour l'acquisition de la chaîne d'Île-de-France est suspendue indéfiniment. » Cette fois, les exclamations furent plus fortes. L'acquisition de la chaîne de supermarchés pour un demi-milliard d'euros était le projet le plus important de l'entreprise ces dernières années. Après une analyse approfondie, nous avons découvert des pratiques de travail douteuses dans diverses unités de la chaîne. Nous n'achèterons pas d'entreprises qui exploitent leurs employés. Ce n'est plus la philosophie des Montagnes. La réunion se poursuivit pendant 2 heures supplémentaires, Raphaël détaillant chaque changement et répondant aux questions et objections des conseillers. Marine resta silencieuse la plupart du temps, observant avec admiration la transformation de son oncle. Quand la réunion se termina enfin, beaucoup partirent en secouant la tête, incrédules face à la nouvelle direction de l'entreprise. André s'approcha de Raphaël quand tous étaient déjà partis. « Ce fut la réunion la plus extraordinaire à laquelle j'ai jamais assisté dans cette salle. Je suis fier de toi. » Raphaël sourit, un sourire authentique qu'il affichait rarement. « Merci d'avoir essayé de me montrer le chemin pendant tant d'années. Je regrette de ne pas avoir écouté plus tôt. » André haussa les épaules d'un air enjoué. « Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, si vous me permettez, j'ai un département financier à réorganiser sur la base de tous ces changements. » Quand ils furent seuls, Marine parla enfin. « 10% des actions? Un département entier? » Raphaël, c'est « le moins que je puisse faire, compléta-t-il. Vous êtes la fille de Gustave.
Ces actions seraient les siennes de droit. Et quant au département, je vous fais confiance pour le construire à partir de zéro. Je sais que vous avez les idées et la sensibilité nécessaires. Mais je n'ai pas d'expérience en gestion de projets sociaux. Vous apprendrez. Nous engagerons les meilleurs consultants. Vous suivrez les cours nécessaires. J'ai pleine confiance en votre capacité. Marine secoua la tête, traitant encore l'ampleur des changements. Et si je ne voulais pas? Et si je préférais suivre un autre chemin? Raphaël la regarda avec sérieux. Alors je soutiendrai votre décision quelle qu'elle soit. Mais je crois sincèrement que vous pouvez faire la différence dans cette position. Vous pouvez transformer Montaigne Entreprises en quelque chose que votre père approuverait. Ces mots touchèrent Marine profondément. L'idée d'honorer la mémoire du père qu'elle n'avait jamais connu était puissante. « Je vais essayer », dit-elle finalement, « mais j'ai besoin que vous me promettiez une chose. » « Quoi ? Que ce n'est pas seulement une impulsion momentanée. Que vous ne reviendrez pas en arrière quand la poussière retombera et que les actionnaires commenceront à faire pression. » Raphaël sourit. « Je promets. En fait, j'ai l'intention d'aller encore plus loin. Ce n'est que le début. » Les mois qui suivirent furent d'intenses transformations, tant pour Raphaël que pour l'entreprise. Marine emménagea dans le manoir de son oncle, dans la région exclusive de Neuilly-sur-Seine, une propriété gigantesque qui, jusqu'alors, n'abritait que Raphaël et ses fantômes. La maison, auparavant silencieuse et froide, prit vie avec la présence de sa nièce. Le nouveau département de responsabilité sociale devint rapidement le centre d'attention de l'entreprise. Marine, surmontant l'insécurité initiale, se révéla une leader née, avec une vision innovante sur le rôle social des entreprises. Ses projets allaient de la rénovation d'écoles, dans des communautés défavorisées, à la création d'incubateurs d'entreprises pour jeunes entrepreneurs à faible revenu. À la surprise de beaucoup, les changements mis en œuvre par Raphaël commencèrent à montrer des résultats positifs plus rapidement que prévu. La nouvelle politique salariale et les avantages sociaux réduisirent drastiquement la rotation du personnel. L'image de l'entreprise s'améliora significativement, attirant des talents qui refusaient auparavant les offres de Montaigne Entreprises en raison de sa réputation d'environnement toxique. Un an après l'effondrement de Marine au bureau, Raphaël organisa un événement pour célébrer l'anniversaire du département de responsabilité sociale. Dans le luxueux salon de l'hôtel Le Bristol se réunit la crème de l'entrepreneuriat parisien, des politiciens, des célébrités et bien sûr, toute la famille Montaigne-Marine. Élégante dans une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux, si semblables à ceux de Gustave, circulait dans le salon présentant les résultats de la première année de travail. À ses côtés, toujours attentif et protecteur, se trouvait Henri Leroy, un professeur d'économie universitaire qu'elle avait rencontré lors d'un projet avec Sorbonne Université. Leur relation avait évolué rapidement, à la joie de Raphaël, qui voyait en ce jeune homme sérieux et idéaliste un bon complément pour sa nièce. De l'autre côté du salon, Raphaël conversait avec André et son épouse quand il sentit un léger contact sur son bras. C'était Julie, son ex-épouse, invitée à l'événement en tant que représentante d'une ONG partenaire. « Bonsoir Raphaël. Événement impressionnant. Julie, merci d'être venue. » Un silence gênant s'installa entre eux. André et son épouse s'éloignèrent discrètement, les laissant seuls. « Je n'aurais jamais pensé voir le jour où Raphaël Montaigne dédierait une fête entière à un projet social, » commenta Julie, un léger sourire aux lèvres. Raphaël haussa les épaules. « Les gens changent. Certains ne changent jamais, » rétorqua-t-elle. « Mais toi, tu as vraiment changé. La transformation est visible. » J'avais une bonne raison. Tous deux regardèrent Marine qui était maintenant sur scène, se préparant à faire un discours. « Elle est extraordinaire, » dit Julie. « Elle a votre brio en affaires, mais avec un cœur. Elle me rappelle Gustave. » Raphaël acquiesça, ressentant l'oppression déjà familière dans sa poitrine quand il pensait à son frère. « J'ai gâché tant d'années, Julie, tant d'années à courir après le profit et le pouvoir, ignorant ce qui compte vraiment. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Il la regarda avec curiosité. Pendant leur mariage, Julie avait toujours été la voix de la raison qu'il ignorait systématiquement. « Tu as l'air moins amère. » Elle rit. « Peut-être parce que maintenant je vois que tu as enfin compris ce que j'essayais de te dire pendant notre mariage. C'est gratifiant, même si c'est trop tard pour nous. » Sur scène, Marine commença son discours, remerciant d'abord la famille, spécialement grand-mère Élise et oncle Raphaël,
pour l'opportunité et le soutien. Ensuite, elle présenta les chiffres impressionnants de la première année. Plus de 50 projets mis en œuvre, bénéficiant directement à plus de 10 000 personnes. Mais au-delà des chiffres, continua-t-elle, sa voix claire et confiante, ce qui importe vraiment, ce sont les vies transformées, les employés qui peuvent maintenant offrir une assurance maladie à leurs enfants, les jeunes des communautés défavorisées qui ont trouvé des opportunités grâce à nos bourses d'études, les femmes qui ont démarré de petites entreprises avec notre programme de microcrédit. Raphaël observait avec fierté, reconnaissant à peine la timide assistante qu'il avait si longtemps traitée comme invisible. Et rien de tout cela n'aurait été possible, poursuivit Marine, sans la vision et le courage d'une personne qui a décidé que le succès en affaires et la responsabilité sociale ne sont pas mutuellement exclusifs. Une personne qui a transformé non seulement une entreprise, mais toute une culture d'entreprise. Ses yeux trouvèrent ceux de Raphaël dans la foule. Mon oncle, Raphaël Montaigne, m'a enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour évoluer, pour devenir une meilleure version de soi-même, et que le véritable héritage ne se mesure pas en argent ou en pouvoir, mais en l'impact positif que nous avons sur la vie des autres. Raphaël sentit des larmes monter à ses yeux, quelque chose d'impensable pour l'ancien homme de glace. Julie, à ses côtés, serra légèrement son bras dans un geste de soutien silencieux. « C'est pourquoi, conclut Marine, levant une coupe, je propose un toast, non seulement au département de responsabilité sociale, mais aux secondes chances, aux transformations personnelles et au nouveau départ. » La foule applaudit avec enthousiasme, levant des coupes dans un toast collectif. Raphaël, trop ému pour parler, se contenta de lever sa coupe en direction de sa nièce. Après le discours, tandis que Marine descendait de la scène pour recevoir les félicitations des invités, Henri s'approcha d'elle avec un regard mystérieux. « Vous étiez incroyable, dit-il, l'embrassant légèrement. « Merci, j'étais nerveuse. » Personne ne l'a remarqué. D'ailleurs, il hésita, soudainement sérieux. « J'ai quelque chose à vous demander. » Marine le regarda avec curiosité. « Quoi ?» Henri respira profondément et, à la surprise d'elle et de tous autour, s'agenouilla, sortant une petite boîte de sa poche. « Marine Montaigne Dubois, me feriez-vous l'honneur de devenir ma femme ?» Un murmure d'excitation parcourut le salon. Marine, les yeux embués, resta momentanément sans voix. Son regard chercha Raphaël dans la foule, le trouvant à côté de Julie, tous deux souriant encourageamment. « Oui, » répondit-elle finalement, la voix étranglée par l'émotion. « Oui, j'accepte. » Henri se leva et passa l'anneau à son doigt, une délicate pièce avec une petite émeraude, étonnamment similaire à celle du collier qui avait appartenu à Gustave. Le symbolisme ne passa pas inaperçu pour Marine, qui étreignit son fiancé avec force. Raphaël s'approcha, suivi par Élise, pour féliciter le couple. La matriarche, qui en un an s'était transformée d'une figure distante et sévère en une grand-mère affectueuse, étreignit Marine avec des larmes aux yeux. « Ton père serait si fier, murmura-t-elle à l'oreille de sa petite-fille. « Et moi aussi. » Raphaël, à son tour, tendit la main à Henri. « Bienvenue dans la famille, professeur. J'espère que vous êtes préparé pour les montagnes. » Henri sourit. « Je ferai de mon mieux, monsieur. » Raphaël, corrigea-t-il. « Nous sommes de la famille maintenant. » La célébration se prolongea tard dans la nuit. Pour tout observateur extérieur, ce ne serait qu'une autre fête de la haute société parisienne. Mais pour Raphaël, cela représentait bien plus, la naissance d'une nouvelle ère, tant personnelle que professionnelle. Tandis qu'il observait Marine et Henri danser, entourés d'amis et de membres de la famille, Raphaël ne put s'empêcher de réfléchir à l'incroyable parcours des 12 derniers mois, d'un PDG froid et obsédé par les résultats à un homme reconnecté à son humanité, d'un manoir vide et silencieux à un foyer plein de vie et de joie. « À quoi penses-tu » demanda Julie, qui était restée à ses côtés pendant une bonne partie de la nuit. « À la façon dont la vie peut changer complètement en un instant. À la façon dont j'ai été aveugle pendant si longtemps. » Elle sourit avec compréhension. « L'important, c'est que maintenant tu vois. »« Oui, » acquiesça-t-il, observant Marine rire de quelque chose qu'Henri lui avait murmuré à l'oreille. « Maintenant je vois. » 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique où Marine s'était évanouie dans le bureau de Raphaël. Une demi-décennie de transformation profonde, tant personnelle que professionnelle, pour les deux. Montaigne Entreprise, autrefois connue uniquement pour son agressivité en affaires et ses marges de profit impressionnantes, était devenue un modèle de capitalisme conscient,
étudié dans les écoles de commerce de tout le pays. Le département de responsabilité sociale, timidement lancé sous la direction de Marine, s'était étendu pour devenir une fondation avec un budget propre de centaines de millions d'euros annuels et des projets dans toutes les régions de France. Marine, à 31 ans, n'était plus seulement la directrice de ce département. Après un master en gestion de l'impact social à HEC Paris et divers cours internationaux, elle avait assumé la vice-présidence exécutive de l'entreprise, devenant le bras droit de Raphaël et sa probable successeur. Son mariage avec Henri, maintenant professeur titulaire d'économie comportementale à Sorbonne Université, avait célébré ses 3 ans. Et pour couronner le bonheur du couple, ils attendaient l'arrivée de leur premier enfant, un garçon qui, par décision unanime, s'appellerait Gustave, Raphaël à son tour. S'était transformé d'une manière que peu auraient cru possible. L'homme de glace, comme il était connu par le passé, avait complètement disparu. À sa place était apparu un leader charismatique et humain, respecté non seulement pour sa vision stratégique, mais aussi pour son approche éthique des affaires. Sa réconciliation avec Julie surprit tout le monde, non pas comme un retour romantique, mais comme une amitié profonde basée sur le respect mutuel. Elle dirigeait maintenant l'une des principales ONG partenaires de la Fondation Montaigne. En cette matinée ensoleillée de septembre, le manoir de Neuilly-sur-Seine était en effervescence. Des employés couraient de tous côtés, préparant les derniers détails pour la fête qui aurait lieu l'après-midi. Une baby shower pour célébrer l'arrivée imminente du petit Gustave. Le jardin avait été décoré de ballons bleus et verts, les couleurs préférées de Gustave père, comme Raphaël avait tenu à le rappeler. Marine, avec un ventre de 8 mois déjà bien proéminent, supervisait les préparatifs depuis un confortable fauteuil sur la terrasse. À ses côtés, Henri consultait une liste sur sa tablette. « Je crois que tout est en ordre, dit-il, passant la main dans ses cheveux sombres avec un soupir de soulagement. Les petites douceurs arrivent dans 1 heure. Les souvenirs ont déjà été distribués sur les tables et le DJ a confirmé sa présence. » Marine sourit, caressant son ventre. « Je trouve toujours que c'est exagéré d'avoir un DJ pour une baby shower. »« Dites ça à votre oncle, » rit Henri. « C'est lui qui a insisté. Il a dit que son petit-neveu méritait la meilleure fête que Paris ait jamais vue. » Comme invoqué par la mention, Raphaël apparut sur la terrasse, impeccablement vêtu même un samedi matin. « Comment va ma vice-présidente préférée ?» demanda-t-il se penchant pour embrasser le front de Marine. « Et mon petit-neveu. Il donne déjà des coups de pied comme un champion. » Marine rit. « Nous allons très bien. » Et oui, il ne cesse de bouger. Je crois qu'il a hérité de l'énergie des Montagnes. Raphaël sourit, fier. L'idée d'un nouveau Montaigne, surtout un qui porterait le nom.